Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Itinéraire d'écriture. Najib Redouane, California State University, Long Beach, Californie, États-Unis. Yvette Benayoun SZM-IDT, Université York Glendon, Toronto, Canada. Mahi Binbin, conteur littéraire. Najib Redouane, États-Unis, et Yvette Benayoun Smith, Canada. On présente Mahi Binbin comme peintre et sculpteur qui a amorcé une œuvre artistique qui a eu un très grand succès, mais il est aussi écrivain, considéré comme l'une des voix nouvelles les plus prometteuses dans la littérature marocaine contemporaine d'expression française. En fait, il appartient à cette nouvelle génération de romanciers qui, depuis les années 90, a contribué à l'émergence de cette mouvance littéraire inventant sa propre particularité, avec de nouvelles modalités, qui a conditionné l'apparition et la mise en œuvre d'une dynamique de relève ou de renouveau, mais dans une optique de dépassement. Sa force créatrice se veut l'expression d'une génération qui est différente de celle des aînés ou de celle présente ou active à l'avènement de l'indépendance, ou encore du groupe Souffle. Une génération qui, dotée de sa propre démarche littéraire, de son style et de ses thèmes, positionne la littérature comme une action dans l'actualité et une prise en charge du présent dans sa dimension évolutive. Artiste peintre et écrivain reconnu, Binbin revient vivre en 2002 à Marrakech, sa ville natale, qui n'a d'ailleurs jamais quitté ni ses œuvres ni ses souvenirs. Il y revient, dit-il, pour écrire et peindre différemment, pour se ressourcer, ou pour tourner une page de sa vie, pour y retrouver ce qui a nourri ses écrits et surtout, ses couleurs qui donnent tellement de vie à ses toiles. Depuis plusieurs années, il partage son temps entre la France, le Maroc et les États-Unis. En 1992, il fait son entrée dans le monde littéraire en publiant son premier roman, Le sommeil de l'esclave, qui a obtenu le prix Méditerranée et a été salué par la critique. Pour Nadine Seidenberg, la sensibilité de Mahi se lie à chaque ligne de son premier roman, Le sommeil de l'esclave. Rien d'étonnant, Mahi est artiste peintre, habitué à capter les moindres sensations, les moindres vibrations de la lumière. Un jour, la peinture ne lui a pas suffi. Il a ressenti le besoin de raconter par les mots, sa terre natale, le Maroc auquel il est si profondément attaché, ainsi toute sa tendresse pour ce pays affleure sous la poésie qui émane de ce récit nostalgique. L'écriture de Binbin dans ce premier roman est inspirée par ses propres souvenirs. En fait, comme les vrais écrivains, il sait qu'il faut partir à la recherche de la mémoire pour donner un sens à sa vie. C'est ainsi qu'il prend la place d'un narrateur qui retourne à la maison familiale à la Médina, où il avait grandi dans les années qui ont suivi la décolonisation du pays. Par ce retour sur les lieux de son enfance, il remonte dans un temps lointain. Une foule indélébile de souvenirs jaillissent et tout comme le précise avec justesse Josiane Savigno, c'est bien plutôt à la description allusive et pleine d'humour de moments perdus, donc fixés dans sa mémoire, que s'attache Binbin, à raconter à partir du moment où son regard s'est posé sur Dada qui lui ouvre la porte. Il s'adresse à lui-même, enfant, sur le mode « Souviens-toi ». Dans cette enfance retrouvée s'inscrit l'histoire de cet esclave noir, capturé avec son jeune frère jadis par des hommes bleus dans une plus lointaine Afrique, vendu par des négriers et arrivé, après être passé de main en main, dans une maison de notables à Marrakech. C'est un personnage bouleversant dont le visage dévoile à peine son histoire. Seule une ombre de rides témoigne de son passé tragique, qui se trouve au service de Milouda, la mère blanche, et de son mari le FQIH, le père du narrateur. Elle fait partie des petites gens et des humiliés,
considérée moins que rien, tout juste une servante, confinée dans une soumission muette et douloureuse. Son unique bien qu'elle cache jalousement est une valise fermée par une multitude de nœuds, contenant ses seuls trésors. Au centre de l'univers enfantin du narrateur, Dada demeure une compagne de tous les instants, qui vit dans un monde qui sent la terre, le feu, l'odeur du chèvrefeuille et le goût des graines de tournesol. Elle se réfugie dans le rêve pour supporter une vie d'humiliation et d'abus, en nourrissant les oiseaux, mais jamais ne songeant à les mettre en cage, car elle avait si bien connu la privation de liberté dans son cœur comme dans sa chair. Ce voyage dans les souvenirs est l'occasion pour le narrateur d'évoquer une étonnante galerie de personnages bien typés et hauts en couleur, tour à tour cocasses et pathétiques, appartenant à l'univers insouciant de son enfance qu'il n'a jamais oublié malgré l'éloignement et le passage du temps. Avec une infinie tendresse, il excelle à dresser des portraits tantôt graves, tantôt drôles, d'une multitude de personnages campés dans leur singularité. Ses parents, notables vénérés, Mbarek le porteur d'eau, surnommé l'Allemand parce qu'il est albinos, Yamna qu'on n'appelle jamais que la femme du berbère, ou la femme du rat, Med l'épicier et Serguinia à la dentition dorée. Il y a aussi l'excentrique Madame Colmer, veuve respectable d'un sous-officier français, tête de turc des enfants de la Médina, qui recueille les chats errants aux grandes dames des habitants du quartier. En relatant tous les petits riens d'une société en pleine mutation, le narrateur parsème son récit de visages, de situations en scrutant les faits et les gestes de gens qui l'avaient marqué, sans pour autant tomber dans la facilité ou le cliché. Avec une pudeur absolue, il décrit d'un trait poétique, coloré et tendre, des êtres à la fois pathétiques et touchants et s'attache à peindre au plus juste des damnés de la terre résignés à leur cruel sort, à une vie de souffrance, de brimade, d'abus, d'humiliation. En effet, pour lui la vie de Dada, l'esclave noir, est celle des humiliés qui n'ont d'autre exutoire que la résignation aux caprices des maîtres et à la cruauté du destin. Ainsi, en évoquant avec amour et délicatesse son histoire tragique, restitue-t-il toute sa dignité à cette esclave, lointaine sœur de la félicité du comte de Flaubert, un cœur simple. Il y a là aussi l'histoire terrible d'un de ces êtres sacrifiés à la fois par une société et par le destin, mais qui, par un sursaut désespéré, par un geste unique, existe enfin, un jour. Le narrateur poursuit son récit en donnant à l'histoire de Dada un ton original, empreint de sensibilité. Cette esclave, qui avait subi les méchancetés et les vexations de Milouda, était affranchie, mais elle continue à obéir à son maître pour qui elle était maîtresse occasionnelle, lors de visites secrètes rendues à l'aube, après la prière. De l'union des corps, subie, mais aussi désirée, naît un jour un enfant qui va lui attirer de la haine de la mère blanche. Cette dernière, pour sauver la respectabilité de la maison, devait maintenir cette relation en secret. Elle voulait lui arracher son petit-né, mais Dada préféra tuer son enfant plutôt que de se le laisser enlever par des nonnes comme fut jadis son petit frère, par des marchands d'esclaves. Elle ne l'a plus jamais revu depuis que les hommes en bleu les avaient vendus chacun séparément. Mais elle était restée marquée au plus profond de son âme, elle, qui s'enfonçait la tête dans le sable pour ne pas entendre les cris de son frère, violé par le chef caravanier. Par ce geste atroce de donner la mort à un innocent, elle a voulu lui éviter la cruauté de l'esclavage ainsi que la souffrance et l'humiliation qui lui étaient trop familières. Elle rejoint ainsi la figure de Médée qui, pour épargner à ses fils l'esclavage qui les guette, préfère les tuer afin qu'ils rejoignent le monde des dieux auquel son ascendance les relie. Dada trouve dans cet acte d'amour une dimension qui la hisse au-delà de ses maîtres en la reliant au mythe primitif et par là, à sa terre d'origine. À travers le destin tragique de Dada, Bin Bin raconte l'histoire de l'esclavage au Maroc, thème rarement abordé dans le fait littéraire marocain. Il dévoile la face cachée de la société traditionnelle marocaine en restituant tout un monde dans ce roman qui s'apparente à une sorte de conte. En puisant dans les souvenirs lointains qui avaient bercé son enfance, matière de ce douloureux récit, plein de tendresse tout de retenue et de poésie, l'écrivain brosse des tableaux chatoyants et saisissants d'une diversité de personnages, de lieux qui font de cet écrit un témoignage vif caractérisé par l'humour, l'émotion et la poésie. À cet effet, Jean Desjeux souligne que l'auteur dénonce, comme d'autres romanciers, des situations qui infériorisent les laissés pour compte. Ce qui frappe dans ce récit, c'est à travers une écriture souple et poétique, la tendresse pour l'esclave. Le narrateur opère ainsi sur sa propre mémoire comme une catharsis,
une reviviscence des sentiments nobles et simples qui transcendent les comportements dégradants de certains adultes. Un premier roman d'intérêt soutenu. Un autre critique indique aussi l'originalité et la particularité du talent réel de l'écrivain. Il y a un réel talent dans ce premier récit, où sous la poésie prenante du conteur et la tendresse du souvenir, affleure la dénonciation d'un monde qui refuse le droit d'exister et d'aimer à ses humiliés et à ses offensés. Il est certain que cette histoire racontée dans une langue très maîtrisée et limpide indique clairement que Bin Bin réussit à offrir une écriture retenue visant à constater une situation tragique sans chercher à la juger ou à la condamner. Il évite l'excès et le stéréotype ou encore l'exotisme de cartes postales, en se situant du côté de ceux que la vie maltraite et qui gardent leur poids d'humanité. Tout cela rend attachant, voire émouvant le sommeil de l'esclave, roman de mémoire qui annonce la naissance d'un écrivain et une œuvre à venir. Bin Bin continue sur sa lancée d'écriture en puisant dans la jarre de ses souvenirs personnels. Dans son second roman Les funérailles du lait, il rend un hommage à la maternité en retraçant la vie de Mamaya, une vieille Marocaine aux prises avec la maladie et le vide de l'absence de son fils aîné. Dès l'incipit, le ton est donné pour faire pénétrer le lecteur dans l'univers d'une femme gagnée peu à peu par les ténèbres de l'âge. Elle est là. Et pourtant elle est ailleurs. Est-ce à cause de ses yeux ternes que sa figure paraît si pâle, qu'elle semble si lasse ? Une langueur s'est emparée de son esprit. De ses gestes aussi. Cela avait sans doute dû se produire la nuit. C'est d'ordinaire pendant la nuit que l'on vieillit. 7. En fait, Mamaya n'est pas seulement vieille, elle est aussi fatiguée, affaiblie par l'ablation d'un sein qu'elle vient de subir. Uniquement entourée de sa fidèle servante Johara, de son chat Minaouch et du médecin qui la suit depuis des années, elle vit en recluse dans sa chambre. Sous un fauteuil, elle a caché hors de portée de son chat dans un sac en plastique enveloppé dans une serviette brodée 39, son sein gauche qu'elle a gardé contre le gré du médecin dont personne à part lui et la servante ne connaît l'existence. Pas même les enfants 39. Elle ne cesse de vérifier la présence de cette chère malade de la pointe de son pied. Dans ces moments de profond silence, elle repense à son passé, aux êtres qui avaient traversé sa vie, à ceux qu'elle a aimés et à ceux qui avaient marqué à jamais son destin. C'est l'heure des bilans où elle revoit ce qu'a été sa vie, son enfance, sa jeunesse, ses amours, ses déceptions, ses douleurs et ses déchirures. Dans le rappel de ces souvenirs lointains, apparaît à l'origine la figure de l'ancêtre, Aïssa le bijoutier qui n'a pas eu de garçon et dont l'une de ses filles, Meriem, la cadette de ses sœurs, est de loin la plus belle. La plus endiablée aussi, 31. Malgré la maladie qui l'a hantée souvent, elle était une adolescente joyeuse et gaie qui animait la maison familiale de ses rires sonores et de sa joie de vivre. Aussi était-elle effrontée, ingénue, n'ayant peur de personne, allant jusqu'à refuser d'épouser une momie 37. De sa fenêtre, avec ses yeux de diamant noir et surtout son audace, elle pêche à 17 ans son beau soldat 33 au regard clair. Elle l'épouse malgré son absence longue et prolongée du fait qu'il était enrôlé dans la guerre, sous un drapeau qui n'était pas le sien en Indochine. Tels sont les parents de Mamaya, qui avait vécu une enfance paisible, entre la petite ville du sud et la ferme familiale, 40. Lala Mina était entourée d'amour et d'affection, et comme ses frères et ses sœurs, elle était pensionnaire à la mission française, 40. Elle se souvient de l'enfance studieuse, joyeuse et heureuse qu'elle a été, de son amour d'adolescence et de sa propre passion à l'âge de 17 ans pour Pierre rencontré au lycée Mangin, de l'abandon de ses études en dépit de ses bons résultats, pour consentir à un mariage forcé avec Sidi Magdoul, le vieux maître d'école, ancien suppôt de la résidence qu'elle n'aimait pas et qu'elle allait quitter des années plus tard. Sa traversée dans le temps et surtout l'évocation du début de sa relation conjugale, demeure marquée par la naissance 6 mois après, de son fils, l'aîné de leurs 7 enfants, celui qu'elle ne nomme plus autrement que par l'absent, qui naquit à l'âge des prématurés, comme elle affirmèrent en catimini les mauvaises langues. Mais nul n'osa le dire à haute voix, 61. De son union avec son mari, lui revient des images dures de son combat quotidien pour élever seul avec courage et dignité ses enfants après leur séparation définitive. Lorsqu'elle a chassé le maître d'école, elle s'est retrouvée seule avec 7 enfants, et il lui a fallu bien des prouesses pour s'en sortir. Et elle s'en est sortie. Sans jamais plier l'échine. Le résultat ?
Ses 3 filles confortablement mariées. Quant aux garçons, bon, ils s'en sont allés conquérir le monde, l'un en Orient, l'autre en Europe, le tout dernier aux Amériques. Pour l'absent, elle n'a rien pu faire, ni rien changer. Mais que peut-on contre Dieu quand il se paye le caprice de vous montrer du doigt ? 73. Au centre de ses rêveries, elle songe constamment jusqu'à l'obsession à l'absent, son fils aîné, très aimé, qui pour avoir mal pensé 18, est emmuré depuis plusieurs années dans l'oubli. En fait, élève officier, il n'avait pas le droit d'avoir de mauvaises pensées politiques, mais d'obéir et de se servir son pays et d'honorer sa devise qui consistait en Dieu, le roi et la patrie. Force est de préciser qu'il s'agit ici d'Aziz, l'autre frère de l'écrivain détenu pendant 18 ans dans les geôles sordides et secrètes de Tazmamart pour avoir participé à la sanglante tentative de putsch contre Hassan II au palais royal de Skirat, en 1971. L'ironie est que pendant qu'il croupissait en prison, son père était à la cour le confident du souverain, dont il était l'un des brillants amuseurs. Quant à Mamaya, elle était habitée par la douleur et le déchirement causés par cette disparition de l'absent qu'elle n'a pas eu le temps de connaître, et qu'elle tente désespérément de retrouver dans les livres qu'il lisait et dans tout ce qu'il aimait. Lecture après lecture, Mamaya cherchait à déceler dans ses romans les personnages auxquels son fils aurait pu s'identifier. Et lorsqu'elle les découvrait, elle se mettait à les aimer. Très fort. Elle leur prêtait le visage chiffonné de son absent, ses yeux de hibou, le timbre de sa voix, ses gestes maladroits, lui que le bon Dieu, les hommes aidants, lui avait sitôt retiré. À peine le temps éphémère d'une jeunesse, l'internat. École militaire, la caserne, puis ce mouroir au fin fond du désert. Non, elle n'a pas eu le temps de connaître ce fils. Alors, autant le remplacer dans son amour par les fantômes des romans, leur faisant adorer comme il les adorait, les dattes mûres farcies de beurre salé, les gâteaux au miel saupoudrés de graines de sésame. 25. Le lien qui unissait Lalamina à son premier-né est tellement fort à telle enseigne qu'à chaque mois de mars, date de sa naissance, elle tombe malade. Comme tant d'autres mères, elle ne reçoit aucune nouvelle, ne saura jamais s'il est mort ou vivant. Pour elle, cet état de fait la ronge intérieurement, c'est comme une tombe vide. Une tombe sans dépouille. 18. Après de longues années d'attente sans nul signe d'espoir d'un éventuel retour, elle se rend à l'évidence qu'il a sans doute quitté ce monde, sans qu'elle puisse ensevelir sa dépouille. Ainsi, avant qu'elle n'effectue son grand départ, décide-t-elle de remplir un devoir sacré, à savoir lui donner une sépulture. Mamaya sait qu'il est maintenant temps pour elle de préparer son dernier voyage. Ainsi se rend-elle auprès des morts, à la maison de son enfance, une ferme du côté de Sidi Boulgnour. Là, la boucle sera bouclée. Mamaya sera prête pour ses funérailles du lait. Elle les attend comme une délivrance, la délivrance. En ce mois d'anniversaire, malgré l'épuisement de la maladie, elle effectue un grand effort en se rendant sur la terre familiale, au lieu de son enfance à Sidi Boulgnour. Accompagnée de sa fidèle servante, elle enterre le sein amputé qu'elle avait conservé comme image de son fils disparu à la Kouba de ses ancêtres, près de la grande pièce où repose le marabout en personne. 13. En l'inhumant dans le drapeau de son pays comme linceul, elle honore sa dépouille confirmant qu'elle ne l'avait jamais oublié ou abandonné, guidée par une seule idée comme elle le précise au fonctionnaire qui lui sert de chauffeur. L'invention, le plastique. Vous voyez, ça ne sent pas la mort. C'est que le lait maternel est immortel. On l'enterrera vivant, ce sein, relique de mon héros. Ils m'ont volé sa vie, mais je vais les empêcher de me voler sa mort. 107. Dominique Gros rapporte que Mahi Bin l'avait informé sur la jeunesse de son roman. Pour raisons politiques, son frère Aziz est demeuré de longues années à Tazmamart, geôle marocaine de sinistre mémoire. Leur mère fut désespérée, elle eut un cancer au sein, l'ablation s'ensuivit. Maman, m'a-t-il confié, s'était souvent demandé ce qu'il avait pu advenir de son petit bout de chair. Un jour, j'ai décidé de le ressusciter. En effet, à travers l'évocation de souvenirs réalistes et saisissants de Mamaya, l'écrivain réussit à dresser le portrait d'une mère meurtrie par le chagrin, attachante et digne portant en elle l'immensité de l'amour et de la fidélité pour son fils disparu. C'est aussi un vif hommage qu'elle rend à ces mères courageuses de par le monde, qui avaient dénoncé les violences de la répression et les enlèvements arbitraires se dressant devant les dictatures dans leur pays.
responsable de la disparition de milliers d'enfants dont les dépouilles restent introuvables ou encore jamais rendues aux familles. À dire vrai, par la réalisation de son second roman, Bin Bin confirme son talent de conteur littéraire, offrant encore une fois un récit coloré, poignant et bouleversant qui mêle avec une forte intensité imaginaire et réelle, rêve et conte. Parlant de Les funérailles du lait, Jean-Pierre Koffel précise ceci. Bienvenue à ce nouveau, qui révolutionne le genre, relève très haut la littérature maghrébine francophone, la propulse dans des dimensions esthétiques où elle n'avait pas osé se risquer. Pour Bin Bin, la langue française n'est pas un substitut d'un dialecte marocain interdit d'écriture ou d'un arabe littéraire mal maîtrisé, mais une langue à part entailleur, une langue première, dont il use avec un talent consommé, une élégance raffinée, une subtilité qui sait accueillir la poésie, l'humour, l'imagination visionnaire. Les grillons font partie du silence. Bin Bin situe l'action de son troisième roman à Marrakech durant les 20 dernières années du protectorat de son pays. En fait, la trame narrative de L'ombre du poète retrace la vie de deux amis. Nayel le narrateur et Yamou qui partagent des moments de grande complicité amicale sur Koudil Abid, le monde des esclaves, à rêver ensemble de leur avenir, philosopher comme des grands et débattre sur une multitude de sujets qui les préoccupent et les intéressent. Sur le monde des esclaves, nous nous sentions grands, Yamou et moi. À nos pieds, au sein des remparts bordés de hauts palmiers, dans le creux des terrasses bariolées de linge, la ville fourmillait. En silence. La sensation de grandeur nous prenait dès que nous passions la muraille, le vendredi, après la prière. 9. Malgré eux, les deux amis se verront séparés par les aléas de la vie. Tout d'abord par leur parcours scolaire, Nayel est inscrit à l'école des notables et fréquente le collège seigneurial à côté du fils du pacha. Quant à Yamou, il se voit obligé d'abandonner son rêve pour devenir apprenti coiffeur. Ensuite, par le choix de leur carrière. Les portes du succès s'ouvrent devant le premier qui intègre les sphères du pouvoir dans cette société marocaine, pendant les 20 dernières années du protectorat. Pour le deuxième, sa situation de fils d'un honnête barbier le destine au même métier de son père. De plus, leur entrée dans la vie active les éloigne. Si Nayel, en agissant comme pupille du pacha, est honteux de ses origines modestes et se perd dans le mensonge, inventant une lignée prestigieuse, de son côté, Yamou marche fièrement sur les pas de son père et trouve sa voie dans la poésie, dévorant des livres jusqu'à devenir écrivain public et remplaçant de temps à autre un instituteur. Enfin, leur engagement politique finit de les écarter l'un de l'autre. Les tourbillons des fastes du pouvoir, l'importance de sa fonction de secrétaire du Glaoui, son excellence, force Nayel à changer totalement jusqu'à trahir son ami d'enfance qui choisit la voie de la poésie et de la révolte nationaliste. Ainsi, l'un s'engage dans le combat pour l'indépendance du pays et l'autre collabore au maintien de l'oppression, voire de la répression du peuple qui aspire à la liberté. L'écrivain note un fort contraste entre l'intensité du lien qui unit les deux amis et le changement qui se produit dans leur devenir existentiel. Résistants et collaborateurs, héros et lâches sont finalement mis face à face. Entre fidélité et trahison, entre nostalgie et déception, un sentiment d'amertume s'installe entre les deux amis comme l'indique Nayel, le narrateur. Et je pris le chemin du palais. Yamou resta longtemps devant la porte, me regardant partir. Chacun de nous avait choisi son camp. Moi, le côté régnant, Yamou, celui ô combien incertain de la liberté. 195. Certes, la rupture relationnelle entre Yamou et Nayel est définitive et Bin Bin utilise cet état de fait pour présenter une réflexion très pertinente sur le pouvoir des mots et la confrontation entre deux visions humaines, qui conduit chacun des personnages à emprunter sa voie et trouver sa voie. Il tisse la trame de son roman autour de plusieurs destinées où se mêlent dilemme et dualité, réussissant à présenter une fresque d'une époque lointaine par de multiples échanges entre la mémoire et l'histoire, le singulier et l'universel. Il divertit, mais non sans écorcher la doxa au passage, émaillant le texte d'allusion aux grands tourments politiques que connaît le pays à l'époque. Il évoque la société marocaine de la moitié du siècle dernier, avec ses petites gens affrontant misère et injustice. La colonisation et l'omniprésence du pouvoir en place est représentée par la figure emblématique de Tami El Glaoui, surnommé le Seigneur de l'Atlas et considéré comme l'un des plus célèbres pachas marocains. Ainsi au fil des années,
Il s'est tissé autour du pacha une aura divine, que lui-même entretenait avec subtilité, mesurant ses apparitions en public, cultivant le mystère autour de seigneuries, faisant de l'imprévisibilité une arme redoutable où l'extrême générosité succédait à la violence la plus barbare. 85 à 86. La fin du roman qui annonce la libération du pays est illustrée d'images saisissantes qui rendent le récit fascinant, en révélant d'une vérité troublante sur le passage du temps. Nahel revient une dernière fois au monde des esclaves. C'est pour lui l'occasion d'un ultime retour à sa douloureuse réalité. Sa mémoire brisée le place devant sa propre vérité. Me voilà seul aujourd'hui, vieux et seul sur le mont des esclaves. Le départ des Français a fait pâlir l'étoile du pacha. Il en mourut. Et son empire que l'on croyait éternel s'écroula avec lui. Le bon petit peuple brûla tout ce qu'il pouvait brûler, tua, viola. Du faste d'hier plus rien ne subsiste. Palais, fermes, chevaux, golf, femmes, mignons, festins, plus rien de ce pouvoir absolu qui faisait trembler jusqu'aux nomades du désert. 237. Il pleure en silence la perte de son ami du temps de l'enfance et de l'innocence. Il se souvient avec tristesse ce que lui avait dit un jour Yamu. Les larmes du poète sont imperceptibles. Leurs sanglots prennent différentes teintes comme les caméléons. Ils s'insinuent dans un éclat de rire, dans la caresse d'un regard, dans la douceur d'une étreinte. Et ils deviennent invisibles. 16 à 17. Alliant la sobriété et l'élégance du style, Bin réalise une œuvre bouleversante de lyrisme et de beauté dans laquelle il mêle poésie et philosophie pour dire le monde. En fait, L'ombre du poète est un roman qui oscille perpétuellement entre le clair et l'obscur, entre le dit et le non-dit, nous laissant captifs jusqu'à la dernière ligne. Sa prose aussi simple que lumineuse offre une interaction progressive des mots et des images, des noms et des identités, des temps et des espaces. Du réel et du virtuel. Pour Lassen Bougdal, il s'agit donc d'une écriture des sujets, mise en scène non pas d'une histoire linéaire, mais d'instances interrogeantes, inquiètes et perplexes. Maï multiplie les dialogues, les monologues intérieurs, les conversations, les parallélismes avec une obsession du double et de la répétition jusqu'à saturation. La parole déviant le creuset de tous les dangers, non pour nommer les choses, mais pour les dire. Maï Bin confirme, dans ce troisième roman, son talent déjà remarqué dans ses deux premiers écrits, celui de conteur littéraire, digne héritier de la tradition orale. Selon Amal Sami, Maï Bin n'est pas un écrivain maghrébin, ni même marocain. C'est un écrivain tout court. Un grand. Cisèle-t-il ses phrases longuement pour les rendre si mélodieuses ou coule-t-elle comme le miel de la ruche saturée ? À aucun moment, le souffle puissamment évocateur ne faiblit. Aucun artifice mais une langue riche, à peine baroque. Pure, simple, mais enchanteresse. La qualité de l'écriture à la fois raffinée et déferlante est remarquable. Elle se distingue par l'usage d'une langue, marquée de sensibilité et de finesse, qui renforce la créativité dans les dimensions du réel et de l'imaginaire alliant histoire et fiction. Ce qui l'a érigé au rang des grands écrivains de son époque. 17 km séparent l'Espagne du Maroc. Mais au fil des années et surtout en raison de la politique restrictive adoptée par les pays de la Communauté économique européenne, cette distance est devenue incommensurable. Elle constitue une frontière infranchissable qui s'impose comme l'ultime point à dépasser pour atteindre une vie meilleure pour les candidats à l'exil. En fait, le thème de l'émigration clandestine occupe de plus en plus une place considérable chez une nouvelle génération d'écrivains du Maghreb. Citons à titre d'exemple le récit clandestin du Tunisien Fawzi Mella, le roman clandestin du Marocain Youssouf Amin El Alami, ou encore Partir de Tahar Ben Jelloun. Maï Bin dans son 4e roman Cannibale part de cette actualité poignante et situe l'action à Tanger, sur une plage où, amené par un passeur, un petit groupe de personnes guette le chalutier qui le fera traverser vers l'Espagne. Il faisait nuit. Une nuit sombre vaguement brumeuse. Cachés derrière un rocher, nous entendions le bruit des vagues et du vent. Morad avait dit que la mer était calme, ces temps-ci. Nous l'avions cru. Nous étions prêts à croire n'importe quoi pourvu qu'on nous permît de partir. Le plus loin possible. À tout jamais. 9 à 10. Comme pour une tragédie grecque, le narrateur pose dès l'incipit le schéma narratif du destin brisé de 6 hommes,
une femme et un bébé qui, transis de peur et de froid dans l'humidité d'une longue nuit d'hiver, persistent à croire au rêve, même s'il semble lointain et irréalisable, de saisir le moment opportun pour embarquer vers l'autre rive, vers l'Europe et rejoindre l'Eldorado tant désiré. Ainsi, ces hommes et cette femme s'agitent-ils pour tromper l'angoisse et la détresse qui les guettent à tout instant, et ne pas devoir penser sans cesse que leur voyage risque de se terminer ici, à Tanger. Pendant le long mois d'attente dans cette ville à l'embouchure du détroit de Gibraltar, ils se sont parlé, se sont raconté leurs histoires et se sont soutenus. Ensemble, ils partagent un écheveau de peines, de blessures, de souvenirs qui les unissent et les conduisent à se raconter. Ils ont besoin aussi de témoigner et de rêver, gardant ainsi vivant l'espoir de trouver un horizon meilleur, même si cet espoir a maintes fois fauché des vies humaines. Il y a dans ce récit l'histoire dramatique de Kassem Djoudi, un Algérien de Blida qui avait été instituteur du temps où la paix régnait dans son pays, 11, pays qu'il a fui après avoir échappé à un horrible massacre qui avait anéanti une centaine de personnes, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, 85. L'histoire étrange et insolente de Youssef le Marrakchi, originaire du Moyen Atlas, qui a vu sa famille au complet décimée après avoir mangé du blé empoisonné volé par son père au sous-sol de la mairie où il travaillait comme chaouche. Il y a aussi le passé blessé de Pafadman et Yarsé, deux Maliens à la tranquille assurance qui vivent dans l'attente de prendre la barque pour les transporter en dehors des frontières marocaines. Le passé triste et amer de Noira qui, n'ayant reçu ni nouvelles ni argent de son Souleymane depuis plusieurs mois, part à sa recherche avec son bébé, décidé à tout tenter pour le rejoindre en France. Ou encore celui désolant et misérable de Reda, cousin du narrateur, qui mendiait avec son frère jumeau et manchot ainsi qu'avec d'autres gamins estropiés pour le compte de Sidi Magdoul, un homme cruel, sans scrupules, qui exploitait, battait et terrorisait tous ceux qui travaillaient pour lui. Azouz, le narrateur, échoue au milieu de ces clandestins par solidarité vis-à-vis de son cousin qui a réussi à s'enfuir de l'organisation des mendiants, ayant laissé derrière lui son frère qui préférait y rester. Mais aussi il souhaite extorquer au destin une deuxième chance et un bout de vie meilleur. En fait, ayant eu la chance de poursuivre des études à la Pépinière du Point, une école de broderie de Marrakech dirigée par des religieuses, Azouz était plein d'espoir face à son avenir grâce à la sollicitude et à la générosité de sœur Bénédicte qui l'avait pris en affection. Malheureusement, la mort soudaine de sa bienfaitrice ruine tous ses élans et tous ses rêves d'ascension sociale. Aussi, lorsqu'il constate que sa sécurité et sa douceur de vivre sont définitivement terminées, il ne lui reste que le chemin de la fuite. En quête d'un départ vers la France, il s'engage avec son cousin Reda dans une aventure incertaine et tragique, prêt à repousser ses propres limites. Pour rendre supportable la longue attente de la barque salvatrice qui les emmènera vers un ailleurs plus clément, ces clandestins désemparés pris entre crainte et angoisse, s'accrochent aux cordes du vent et tentent de pallier le vide de leur existence en tournant en rond autour d'eux-mêmes. Au Café France, nous passions des journées à rêver autour de Momo, à fumer le kiff, pipette après pipette, à rouler des joints quand une cigarette de tabac jaune venait à nous tomber sous la main, à siroter un thé à la menthe mielleux, à piquer des fous rires à propos de futilités, à regarder nonchalamment les gens et le temps passer. 59. Ils se nourrissent aussi de rêves et d'illusions en écoutant religieusement Morad, l'associé du passeur qui fascinait tout le monde par la diversité de ses histoires, ses aventures rocambolesques et ses exploits amoureux. 27. Il faut dire qu'au Café France, quartier général des candidats au départ clandestin, 26, ce rabatteur, fier de triple expulsion de France et d'Europe, s'était vu attribuer le noble titre d'expulsé européen, 26. Aussi, cet ancien immigré, devenu passeur, s'efforce-t-il de rassurer ses clients qui ont versé de fortes sommes d'argent pour monter sur des barques hasardeuses, en déclarant que le franchissement du détroit de Gibraltar n'était que l'affaire de quelques heures. 11. Et lorsque l'un des Maliens affiche une panique paralysante face aux chances de succès de l'opération, Morad convainc les peureux comme les hésitants, en assurant que la traversée du Maroc à la France en passant par l'Espagne n'est qu'une formalité. La traversée du détroit ? Une simple formalité. 5000 misérables francs français et bonjour l'Espagne. Puis une nuitée sur une confortable couchette du train express et on se réveille à Hendaye, frais et dispo, sous un soleil radieux. Pépé, l'associé espagnol à qui il faudrait remettre la seconde moitié de la somme, ferait le reste.
une charmante randonnée pédestre à travers les Pyrénées, de façon à contourner le poste frontière et le tour serait joué. Oui monsieur, un jeu d'enfant. Lui, Yarcé Boukari ne serait ni le premier ni le dernier à profiter de cette filière, un système rodé, à toute épreuve, quasi infaillible. 105. Force est de préciser que cet homme dont l'esprit et le rythme intérieur sont pris entre passé et présent, entre souvenirs lointains et réalité immédiate, affronte sa propre vérité en racontant son terrible rêve au sujet de Momo, son double. Ici le conte prend le pas sur le documentaire humain des premières pages, dans une vaste parabole qui justifie le titre même du roman. S'ensuit le récit de Momo, employé par Monsieur José à Paris dans le 6e arrondissement et dévoré morceau par ce mangeur de chair humaine, vaste métaphore de l'exploitation dont sont l'objet les travailleurs clandestins. Ce rêve de Momo se transforme alors à son tour en un véritable récit, et inscrit même un certain malaise au cœur du roman. Cette réalité amère, révélée par le conte, de ces êtres qui chaque nuit tentent de fuir la misère à la quête d'un bonheur ailleurs, en tournant le dos à leur pays et en vomissant leur société, Maï Bin en fait le titre de son roman. À vrai dire, Cannibal met en scène des personnages d'une douleur hors du commun, assoiffés, en quête d'une seconde chance pour échapper à leur destin incertain et tumultueux, qui se transforment en écorchés vifs, enchaînés l'un à l'autre malgré eux. Ces clandestins perdus vivent l'exclusion et le désarroi, symbole du désespoir humain. Aussi, pour réaliser leurs rêves, ces damnés de la terre n'hésitent-ils pas à se jeter à la mer terrible, dans un voyage qui pourrait bien être celui qui ultimement mettra fin à leur existence triste et misérable. Par opposition au rêve immense qui nourrit l'imaginaire de chaque personnage, de rejoindre l'Europe riche opulente, il existe une réalité obscure et cruelle marquée par la défiguration de l'espace urbain de Tanger. En effet, la proximité de cette ville marine de l'Algésiras, des enclaves de Ceuta et de Melilla, qui aurait dû en faire un voisinage sécurisant, était au contraire la cause de sa plus grande insécurité. Sa situation géographique à la jonction de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, et son ouverture sur l'Espagne, ont conditionné sa transformation. Au fil des années, elle est devenue le point de départ, de passage ou d'arrivée pour des milliers de Maghrébins et d'autres ressortissants africains qui tentent par tous les moyens de rejoindre le continent européen en utilisant les nombreux cargos ou chalutiers qui croisent dans la région. Ces aventures, comme ils sont surnommés, candidats à l'immigration clandestine, utilisent les filières les plus variées et sont le plus souvent aidés par des passeurs qui les rackettent. Ils sont aussi exposés à la débauche, à la perversion, au vice et à la cruauté quotidienne. La description que donne le narrateur du lieu désolant, voire dégradant, où il réside illustre bien les conditions de vie désespérantes et étouffantes qu'il endure avec ses compagnons, dans cet état transitoire entre l'attente et le départ, entre le rêve et la réalité. À Tanger, Pafadé Naem Youssef, Reda et moi logions dans le même fondouk. Une tanière tapissée de nattes de raffia où régnait une odeur indéfinissable faite de relents de transpiration, de pieds mal lavés, de pisse d'enfants, de fritures refroidies, de bousses de bestiaux, d'haleine fétide, de kiff et de tabac mêlés à divers miasmes non identifiables. Le prix de la nuit était modique, le fondouk attirait la lie et le moisi de la populace. Un ramassis de va-nu-pieds et de velours à la tire. 79 à 80. Cet état de fait déprimant et désolant ancre dans l'espace textuel du roman un pouvoir évocateur de la misère, de la déchéance et de la déréliction, qui accroît l'atmosphère de menace et d'angoisse pesant sur ce groupe humain en attente d'un éventuel départ vers l'autre rive. Mais ce qui apparaît le plus déroutant et le plus démoralisant pour ces 6 hommes et cette femme, c'est le temps qui semble à jamais figé, sur une plage immensément vide où rien ne se passe. En fait, leur préoccupation fondamentale est que l'heure de la délivrance arrive pour mettre fin à leur peur et à leur inquiétude. À dire vrai, ils sont conscients que les chances de succès de la traversée du détroit de Gibraltar ne cessent de s'amenuiser au fil des années, car la frontière est de plus en plus contrôlée. Bin oppose l'attente des clandestins de franchir le détroit pour trouver une vie nouvelle qu'ils croient meilleure, à l'inconscience des Européens qui se rendent en toute liberté en Afrique pour y perdre la vie, dans la drogue et l'errance. Vieillis avant l'âge, non par fatalité, comme nous, mais parce qu'ils avaient choisi de brûler la vie par les 2 bouts. Beau gâchis, n'est-ce pas, que ces passeports rouges, bleus, verts, bordeaux, croupissant au fond des poches de ces jeans déchirés ?
Ah, si j'en avais possédé un pareil! Moi, je l'aurais soigné, dorloté, serré très fort contre mon cœur, je l'aurais caché dans un endroit inaccessible aux envieux et aux voleurs. Je l'aurais cousu à même ma chair, en plein milieu de ma poitrine, pour n'avoir qu'à déboutonner ma chemise et l'exhiber au passage des frontières. 59 à 60. Aux yeux du narrateur, la présence de ces touristes passifs et nonchalants dans son pays demeure obscure et incompréhensive. De fait, ces étonnements l'entraînent dans un curieux questionnement, quasi absurde, sur le vouloir-être et l'attachement de ses ressortissants d'outre-frontières, à une terre stérile et étouffante que ses propres fils cherchent à fuir. Que venaient-ils chercher dans notre misère, ces étrangers? Que nous voulaient-ils, eux dont la liberté d'aller et venir nous narguait? Moi, j'aurais volontiers échangé mon sort contre celui du plus minable d'entre eux. Et pouvoir partir. Partir et oublier. Loin de ce soleil rongeur, de l'indolence et du désœuvrement, de la corruption et de la crasse, de la lâcheté et de la fourberie qui sont ici notre lot. 60. Il convient de souligner que tout au long du roman, le désir de partir revient comme un leitmotiv plein de résonance et de force. Ce mot conjure la tristesse et déclenche des sentiments d'angoisse, de malaise et d'effroi, car ces voix malheureuses qui se fondent dans l'espace textuel du roman reflètent la mémoire d'une réalité sociale, économique et politique dure et étouffante. C'est sans doute pourquoi, au fur et à mesure que la trame narrative progresse, on trouve de plus en plus de récits introspectifs, tourmentés, envahissants comme si l'écriture romanesque se mettait à prendre le pas sur l'ampleur de cette réalité stupéfiante et violente ou du moins en faisait une lecture radicale ou encore un dévoilement effarant. Il est intéressant de noter qu'à part ces multiples et constants retours en arrière sur le passé intime de chaque personnage, analepses justifiant les raisons de leur besoin de s'exiler, rien de tragique ne se passe durant le temps d'attente sur la plage. Rien, sauf l'incident lié à l'arrivée soudaine d'un misérable berger allemand errant qu'ils prennent pour un chien de la garde côtière marocaine et que Noira mordra mortellement. Ainsi, l'Espagne est là en face avec ses lumières attrayantes, charriant leur désir d'un avenir radieux sous d'autres cieux loin de ce pays de misère et d'humiliation. Ils passent leur temps dans la nuit froide et humide à attendre et à rêver au bord de cette mer mystérieuse qui, loin d'être pour eux pureté et vie, se présente à la fois extrêmement dévorante et dangereuse. Et avant d'embarquer, le passeur leur demande de se débarrasser de tout ce qui risque de compromettre leur identité. Tous vos papiers. Passeport, carte nationale, acte de naissance, carnet d'adresse, enfin bref, n'importe quel document qui pourrait servir à vous identifier. Il faudra être quasiment nu, de l'autre côté. 198. Mais le hasard, ou quelque déterminisme régi par des forces supérieures, fait que le narrateur rate le moment opportun de s'embarquer avec ses compagnons à destination de l'autre rive à cause de Reda qui, pétrifié, reste cloué sur place. Pour Azouz, c'est un dur moment d'amertume et de colère froide. Toutefois, ne tenant pas à faire porter le blâme sur son cousin timoré et frileux ou à le responsabiliser de l'échec de cette tentative, il l'assure que ce n'est pas une grosse perte et qu'ils recommenceront autant de fois que c'est possible. Ce n'est pas grave, précise-t-il, si nous avons raté le départ, on essaiera une autre fois. Et une autre encore, et encore si nécessaire. Ce ne sont pas les felouks qui manquent, 206. Attaqués par la mer, ces aventuriers voient leur périple arriver à sa fin dans un aller simple. Les images transmises par la télévision espagnole que découvrent par hasard le narrateur et son cousin révèlent une situation dramatique répétée maintes fois. Depuis plusieurs années, des clandestins désespérés ont tenté cette traversée pour finir sur les côtes espagnoles en simples apatrides ou encore en haragas qu'on repêche tous les jours dans l'indifférence totale. Les propos du narrateur traduisent le fléau dramatique de l'émigration clandestine qui, au-delà du problème politique, social et économique, devient dans sa triste répétition un drame humain. On voyait des policiers ramasser des corps gonflés comme des ballons. Un homme avec un enfant curieusement attaché par un bout de tissu, deux noirs, un blanc et une femme aux nattes défaites. On discernait mal leurs visages. Cependant, le ciré vert du passeur qui flottait au loin, autant que la taille de Pafadé et Naëm, ne laissait planer aucun doute sur l'identité des naufragés. 214. Cannibale en accordant des noms, des passés, des voix aux clandestins crée une proximité avec ces désespérés de l'histoire, semblable aux milliers de migrants de par le monde qui bravent des lignes de démarcation,
Mexique, États-Unis, les mers des Caraïbes, de Chine ou de la Méditerranée, etc. Notre époque est d'ailleurs riche de telles tragédies. Par cet écrit, l'auteur manifeste son inquiétude et son indignation en dénonçant les autorités marocaines qui observent un silence total face au flux d'une jeunesse désemparée, en détresse, qui tente par tous les moyens de quitter le pays au risque de périr noyée. Ces mêmes autorités marocaines évitent de discuter en toute franchise et transparence les multiples facettes de l'émigration clandestine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.